Donc comment est-ce qu'on peut sensibiliser, et là je vais me tourner plutôt vers vous, Christiane Flouquet, à tous ces enjeux de perte d'autonomie, mais qu'elles soient relationnelles, qu'elles soient physiques. Comment est-ce qu'on arrive à toucher les personnes et puis finalement à alerter suffisamment en amont pour ne pas se retrouver dans cet état d'isolement extrême, de mort sociale? J'ai trouvé le terme assez fort, comme vous le disiez tout à l'heure. Bonjour à tous. Alors, d'abord, je crois que si on se pose la question, c'est parce pour le moment, on n'a pas réussi encore à convaincre complètement la population de plus de 60 ans d'adhérer à toutes ces activités, à tout ce qui peut être proposé aujourd'hui. Donc la première explication, on le dit depuis ce matin, mais je crois que ça me paraît important de le répéter, c'est parce qu'on est dans un contexte d'agisme, qu'on est dans un contexte qui est lié d'ailleurs de déni du vieillissement, donc le contexte d'agisme, parce que 10 ans après la loi d'adaptation de la société au vieillissement, malheureusement, le regard de la société sur les personnes âgées, alors on choisit tous notre terme, moi je vais parler de retraités, le regard sur les retraités est un regard qui reste négatif. Donc tant que le retraité ne se sentira pas reconnu comme un acteur positif, lui-même fuira un peu tout ce qui peut être conseil de bon vieillissement. Déjà le terme, bon vieillissement, c'est pas forcément très agréable. Et donc il faut déjà que la société valorise le retraité actif, qui est utile, qui est expert, qui est citoyen, qui fait beaucoup de choses. Et c'est parce que cette image de la société sera beaucoup plus positive que le retraité acceptera de se considérer comme il a toujours été, comme un acteur de sa propre autonomie. Donc ça, c'est le premier élément. Et n'oublions pas que les seniors dont on parle aujourd'hui, c'était ceux qui avaient 18 ans en 68 à peu près. Donc c'est quand même des gens qui sont capables de comprendre qu'il faut faire quelque chose si on les remet bien au cœur de la situation. Donc ça, c'est le premier élément de conviction. Ensuite, il y a comment faire. Il existe beaucoup d'offres de services qui sont dirigés vers les seniors et pour les aider justement pour qu'ils continuent à vivre d'une manière positive. Et c'est tous les ingrédients de l'autonomie, hein, c'est-à-dire le lien social, on l'a dit, c'est le sport, c'est la santé, c'est la mémoire, toutes ces choses qu'il faut activer, qui existent. On en reparlera tout à l'heure, mais en tout cas, il existe aujourd'hui des offres institutionnelles, privées, autour d'ateliers pour les seniors qui doivent contribuer forcément à ce maintien de l'autonomie, à cette anticipation. Donc on est bien dans l'anticipation, dans la prévention qui doit se faire le plus tôt possible. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'on propose que ces ateliers se fassent dès le moment du passage à la retraite pour être positifs. On a aussi, bien entendu, d'autres éléments de conviction et qui sont pratiques, qui sont liés on a encore dit aussi tout à l'heure sur la question de l'architecture urbaine, du bien vivre, d'un habitat, une sensibilisation à un habitat adapté le plus tôt possible. Voilà, on est vraiment sur ces anticipations-là. Mais j'ai une question justement. En fait, il devait y avoir une cinquième personne qui malheureusement n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui, qui représentait l'association Hold Up. Et on avait prévu d'aborder un sujet, peut-être que l'un d'entre vous serait capable de répondre à cette question, du désir un peu irréaliste ou de projections qu'on a qui sont un peu mythifiées peut-être, et notamment ce désir ou cette projection qu'on a de rester chez soi absolument, de vouloir rester chez soi, et où finalement on projette que son futur idéal quand on sera âgé, c'est de rester chez soi sans forcément prendre la totale mesure de ce que ça va impliquer. Et est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un travail à faire là-dessus sur des espèces d'idées reçues ou de projections idéalisées qu'on a de l'avenir? Alors, je peux peut-être commencer, même s'il y a d'autres témoins sur ce sujet-là, mais effectivement, la Coverpa que je représente a travaillé sur cette question en lien avec les travaux Hold Up aussi, d'ailleurs, sur l'information à donner aux personnes qui, on l'a dit, veulent vivre chez elles. Elles veulent vivre chez elles pour eux.
Et donc il y a toute une méthodologie de questionnement de ces personnes. C'est prendre le temps, à un moment donné, bon, qui pour nous est plutôt aussi au moment du passage à la retraite, par exemple, qui est de dire, finalement, vivre chez soi, ça veut dire, est-ce que c'est accepter de vivre dans un logement dans lequel il n'y a pas d'ascenseur, dans lequel l'ascenseur est en panne tout le temps, évoqué tout à l'heure, qui n'a pas de douche, mais il n'y a qu'une baignoire où on risque de se casser la figure souvent. Voilà. Donc il y a toutes ces questions à se poser qui doivent amener la personne en sa conscience pleine, et encore une fois, elle est capable de le faire toute seule, de prendre la décision de rester dans son logement actuel. Parce que c'était aussi ce qui a été évoqué ce matin, c'est que selon la manière dont la question est posée, forcément on répondra tous chez soi, mais chez soi, c'est pas forcément l'endroit qu'on a vécu les dernières années. C'est aussi la question de se dire je peux changer d'appartement. Hein, donc là, il y a toute une sensibilisation, un accompagnement à faire là-dessus. Là, je vais m'appuyer sur mon passé à la CNAV, où on a beaucoup travaillé, notamment avec les bailleurs sociaux, sur cette notion de parcours résidentiel pour pousser des personnes à changer d'appartement lorsqu'il est encore temps, avant de devoir casser la baignoire, mais pas forcément complètement, avant de faire des adaptations qui ne seront pas universelles. Encore une fois, la solution, ça a été dit aussi, c'est une organisation architecturale et urbaine universelle.